Salut à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce JT de la Coupe du Monde et je vous présente, vous le connaissez peut-être, monsieur Apérosport, c'est Roro de Tourmag, notre ami de Tourmag. Salut Roro. Salut Alex, merci de m'accueillir dans ce gros dispositif. Hein. Vous voyez pas, mais derrière il y a un car régie, c'est impressionnant. C'est assez incroyable. Et JT de la Coupe du Monde, on va parler bien sûr du match des Bleus et la France qui vient de battre. On est obligé, c'est un petit peu le but. N'hésitez pas dès maintenant à nous donner vos réactions sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Vous nous laissez vos réactions sur le match, ce que vous avez pensé de la victoire des Bleus, la victoire entre guillemets, face à l'Australie de 2-1. Et tout de suite, c'est le programme. Et avec notre ami Roro, nous allons évoquer les tops et les flops de cette rencontre France-Australie, puis le débat du match et enfin nous parlerons du prochain adversaire des Bleus, le Pérou, bien entendu. Mais alors Roro, on a vu ce match tout à l'heure, j'espère que vous l'avez vu aussi, et la victoire des Bleus. Malheureusement. Voilà, la victoire des Bleus à Kazan et ce but d'Antoine Griezmann sur penalty à la 58e. Alors on était tout foufou et puis finalement dans la foulée, penalty avec une magnifique main de Umtiti, qui fait un bon match à la LeBron James. Ouais, sublime d'ailleurs, c'était un petit peu la risée des réseaux sociaux, voilà. Le pauvre Samuel, et l'égalisation de Mike Jedinac à la 62e, et puis ce but de Paul Pogba contré. D'anthologie. D'anthologie, le Boeing 2 avec Olivier Giroud, et puis le but ensuite contré par un Australien, et ça rentre grâce à la Goal Line Technology, dont tu es fan, Roro, bien sûr. Pas vraiment, mais on en reparlera un peu plus tard. Et alors avant le match avec Roro, on avait fait des pronostics et là on a une magnifique ardoise signée Bic. Bien sûr on fait un peu de sponsoring pas rémunéré. Voilà. Et regardez les pronostics si vous les voyez. Et magnifique victoire, 3-1 de Roro. Et moi j'avais mis 3-0. Je m'étais dit on va mettre un but dans les premières minutes et puis après ça va être la folie. Mais en fait pas du tout. On a disons mis la pression dans les premières minutes. Après. Franchement moi je m'attendais à un match compliqué. Et le 3-1 c'était un peu de la provoque parce que je me suis dit avec notre ligne d'attaque de feu qui vaut 4 milliards d'euros, je pensais vraiment qu'on allait un peu perforer cette ligne de défense australienne, mais au final pas du tout, ça a été catastrophique. Mais on reviendra un peu. Et du coup on enchaîne avec les tops et les flops. Ouais. C'est surtout les flops quoi du coup. Surtout les flops, on y va. Alors avant de commencer les tops et les flops, j'ai juste envie que Roro là vous montre son maillot. Vas-y. Maillot collector du Stade Malherbe de Caen. Un hommage à Denis Brognard et Thomas Touroud qui nous regardent bien sûr. Voilà, merci. On vous embrasse. Bien à vous. Et bon, on va dire que c'est les mêmes couleurs que l'équipe de France à peu près. C'est ça, totalement déstructuré et puis avec un magnifique maison confort. Du sponsoring encore décidément, on est riche. Gros sponsoring, Stade Malherbe de Caen qui est un gros sponsor bien sûr. Alors quels sont tes tops mon cher Roro? Déjà c'était très compliqué de les trouver parce qu'après un match aussi soporifique et catastrophique au niveau du jeu. Donc les tops sont bien sûr la VAR, la vidéo. Bien sûr. Alors je suis totalement contre, mais alors sans la vidéo je pense qu'on aurait perdu ce match. Ça aurait fait une très belle défaite 1-0 et autant dire avec une défaite, l'équipe de France était quasiment éliminée de ce groupe. On aurait été un petit peu dans la merde. Voilà, merci Dédé. Après, en top, il y a la chatte à Dédé. Bon, décidément. Voilà, Dédé. Déjà, il y a eu le tirage au sort, on est tombé dans un groupe qui était quand même pas très compliqué. Et en plus, là, il y a la VR, il y a 4 ans, il n'y avait pas. Et la Goal Line Technology qui nous sauve une fois de plus. Donc, je pense que Dédé, il faut vraiment que tu regardes et t'envoies un message à ta femme pour savoir où elle est en ce moment parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et en 3, il y a les 3 points. Non, mais fais-le Dédé, vraiment, je te conseille, il a raison, Roro, fais-le. On va le SMS. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, je pense c'est la moindre des choses. Et en 3, les 3 points, parce que c'est la seule chose qui compte chez Dédé, la victoire, c'est la culture à l'italienne. Et je pense que c'est vraiment la seule chose à retenir de ce match, parce que si on n'avait pas 15 Ricard dans la tronche, c'était impossible à regarder, vraiment un match horrible. Ouais, bon, toi t'es au Pepsi quoi, mais bon, moi je suis sur Ricard. Encore une marque. Et donc, tes tops à toi alors, j'espère que c'est pas les mêmes. Alors sinon, non mais c'était hyper galère parce qu'il faut qu'on vous dise, Roro a pris les meilleurs tops, donc moi c'était compliqué. Alors moi j'ai choisi comme premier top l'entrée d'Olivier Giroud. Ouais, tu peux te moquer, vas-y. Non, mais c'est vrai, c'était compliqué. Mais l'entrée d'Olivier Giroud, puisque mine de rien, il est à l'origine du but de Paul Pogba. C'est le seul qui a osé se lancer dans un mouvement un peu délicat de 1-2, un petit peu technique. De faire une passe déjà. De faire une passe. Mais de se lancer comme ça dans un petit périmètre entouré d'Australiens dans un 1-2. Donc on peut le féliciter pour ça, l'ami Olivier, qui nous regarde lui aussi, évidemment. Bien sûr. Un autre top, c'était compliqué, mais on va dire N'Golo. N'Golo Kanté, pour, disons... de son œuvre.
l'ensemble de son homme et dit pour ne pas avoir fait de bêtises. Voilà, N'Golo Kanté n'a pas fait de bêtises, c'est le plus important, il a tenu la baraque au milieu de terrain, donc bravo à lui. Et puis un top aussi à nos amis kangourous, les supporters australiens. C'était tout jeune à Kazan, la Kazan Arena, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était on aurait dit un tout peu jeune. la Beaujoire. Voilà, ouais, c'est vrai, on aurait dit les Canaries. C'était tout jeune, c'était beau et on adore. Voilà. On passe au flop de notre ami Roro. Vas-y, lâche-toi. Les flops, alors là, ça va dézinguer, je veux dire. Ouais, on va essayer. L'ambiance qui était digne d'un match amical quand même. Hein, c'était pas une grosse ambiance. Je pense qu'à Charletti pour le meeting d'athlétisme. Pour un très beau match du Paris FC aussi. Je pense qu'il y avait quand même plus d'ambiance avec ses 250 spectateurs et son cop. Et après, il y avait la luminosité aussi. Parce que, alors, je sais pas dans quelles conditions vous avez vu le match. Mais alors, nous, on était dans un bar pas très loin d'ici. Dans Marseille et franchement la luminosité du stade c'était assez ça faisait mal aux yeux, assez catastrophique où à un moment on voyait le ballon, après on le voyait plus, donc il aurait été bien d'allumer l'éclairage, hein. Je sais que vont faire des économies parce qu'une coupe du monde qui coûte 10 milliards c'est quand même faut l'amortir. Et mon troisième flop, ton deuxième, il y a la luminosité et l'ambiance et le jeu des Bleus et alors là faut revenir sur le jeu quand même des Bleus, enfin ou le jeu qui n'était d'ailleurs qui était totalement absent, hein, comme les supporters français. C'était vraiment un jeu mais catastrophique, quoi. Au début, on s'est dit, les 8 premières minutes, il se passait quelque chose, et puis bien sûr, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus rien, parce qu'on n'avait plus d'inspiration, et puis on a tout donné. Donc vraiment, une absence totale de jeu, c'est plutôt inquiétant quand même, on peut le dire. Même si c'est le premier match, faut pas trop tirer d'enseignements, parce que la préparation est faite aussi pour voir plus loin que cette phase de poule, mais... il y a quand même des choses très inquiétantes. Alors, et toi, tes flops? Alors, comme la rédaction, c'est-à-dire nous-mêmes, l'ensemble de la rédaction nous a imposé de choisir des tops et des flops différents, j'ai choisi des flops individuels, moi. Le premier, il tombe sous le sens, je pense que vous serez d'accord, c'est Samuel Umtiti. Samuel, qu'est-ce qui t'a pris vraiment? Je pense qu'on a envie de lui demander qu'est-ce qui lui a pris à l'ami Samuel pour faire cette main magnifique. Donc on vous le disait en début de JT, Samuel qui a été un petit peu raillé pour son côté NBA et Pro A, et sa main magnifique, la nouvelle main de Dieu, peut-être qu'il a lancé une nouvelle mode. Samuel, c'était pas indispensable. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Kylian Mbappé. Alors Kylian nous a fait un super match. Dans les 10 premières minutes, il était ultra présent, il amène une occasion, il provoque une faute. 8 minutes. Tout à l'heure, tu as dit 8. Je négocie. Non. Et c'est vrai qu'il était très présent en début de rencontre, il provoque une faute, etc. Il amène une frappe dangereuse. Donc Kylian Mbappé plutôt pas mal. Et puis complètement éteint, on l'a plus vu. Et un enchaînement, je ne sais pas si tu as vu toi aussi la même chose que moi, Auro, normalement oui, parce qu'on a vu le même match. Un enchaînement de gestes techniques comme ça qui était tenté à droite à gauche, qui était stérile. Bon, qui ne servait pas à grand chose, j'imagine que Dédé a dû lui dire Kylian, calme-toi un petit peu quand même. Parce que... Et puis le troisième flop, c'est l'ami Ousmane aussi, que des amis. Ousmane Dembélé du FC Barcelone, qui dans la lignée de sa saison ratée entre ses blessures et ses entrées un peu croquignonesques, comme dirait l'ami, nouvel ami décidément, Emmanuel Macron, Dembélé, c'était pas ça aujourd'hui, il n'y était pas du tout. Et là aussi, on y reviendra avec sa sortie de jeu. Mais avant ça, on passe au débat du match. Et donc le premier débat qu'on peut aborder ensemble, c'est la préparation. Ah oui. Alors on a vu 7, 8, t'as poussé jusqu'à 10 minutes où il y avait des choses intéressantes, il y a eu jusqu'à 4 tirs, une première occasion Mbappé plutôt intéressante, il y avait du mouvement, et puis après plus rien. Il y a eu le but des Bleus, après le penalty de l'Australie, et là après ça a été le néant absolu. Ouais. L'équipe a sombré aux alentours de la 60e, on va dire, grosso modo. Donc, alors, est-ce que cette préparation a été faite pour que les Bleus sortent de cette phase de poule en pleine forme? Oui, parce qu'il faut rappeler, Roro, que ce qu'avait déclaré Didier Deschamps, vous vous souvenez peut-être en fin de rencontre d'ailleurs face aux États-Unis, c'était on a eu une préparation assez poussée, etc. Et on est un petit peu émoussé. Et visiblement, là, ce côté fatigué de l'équipe de France, on l'a retrouvé en fin de rencontre, dans la troisième partie du match, comme tu dis. C'est vrai qu'à partir après l'heure de jeu, on a commencé à subir. C'était plus délicat. Hein, c'est vrai que c'était très très compliqué. Après, il faut se dire aussi que je pense que l'Australie était quand même l'autre adversaire le plus facile à aborder, avec une équipe techniquement en face qui est assez faible. Ouais. Donc sans doute que les Bleus ont tout misé sur le troisième match, qui va être sans doute important. Face à nos amis danois, qui sera un match assez compliqué, je pense, avec une belle ligne d'attaque
pour les Danois. Donc sans doute que cette préparation a été faite aussi pour ça, mais le problème c'est qu'on a failli passer à la trappe quand même. Franchement, ce match a été quand même d'une complexité folle. C'était chaud. Et une absence de jeu totale, comme je l'ai dit. Et c'est vrai qu'avec des jeunes, une ligne d'attaque aussi jeune, c'est très très compliqué. Et bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette préparation. Bah alors écoute, franchement, c'est un débat qui n'est pas vraiment un débat, puisqu'on est d'accord. Non, on est d'accord sur ce point. Les Bleus étaient vraiment fatigués. Et j'espère que sera fait ce qu'il faut avant jeudi. Par le staff de l'équipe de France. Il faut juste espérer aussi qu'il y ait eu une préparation de fait aussi. Ouais, et peut-être espérer un penalty aussi contre le Pérou. Non, allez, je rigole. On passe au débat suivant. Le débat suivant, c'est Samuel Umtiti et sa main magique. Alors, il faut dire que l'ami Samuel nous a fait une petite déclaration d'après-match en citant. Alors, effectivement. Vas-y. Ouais, alors il nous dit, donc je le cite, ce sont ses mots, au moment où je me retourne, je pensais que le ballon était déjà passé. Ce sont des faits de jeu. On est habitué à ça à chaque match. Alors, comment tu réagis à ça, toi Alors, à chaque match, bon, c'est vrai qu'au Stade Malherbe, on a souvent des pénaltys, plutôt pour nous. Ouais. Mais à chaque match, ça fait un petit peu peur quand même, cette déclaration. C'est pas des plus rassurants, on va dire. C'est un manque de confiance. Enfin, c'est assez hallucinant quand même. Bon, après, c'est sûr que l'ami Umtiti, normalement, est plutôt quand même un défenseur assez propre. Il a essayé de se rassurer en disant ça et en minimisant la chose. Bon, il y a la victoire derrière, donc c'est vrai que son penalty et le penalty et la main est plutôt anecdotique. Et faut peut-être pas trop en revenir dessus, mais c'est vrai que sa phrase fonctionne un peu comme une méthode Coué. C'est bon, voilà, on a gagné, c'est l'essentiel, on oublie et on passe à autre chose. Samuel va pas refaire ça chaque match quand même, parce qu'un jour on n'en mettra pas deux, surtout en jouant comme ça, quoi. Donc va falloir se remettre dedans, quoi. Et on passe au troisième débat. Et là, c'est pas vraiment des débats, vous l'aurez compris, c'est des points de discussion importants aussi, des faits majeurs sur cette rencontre. Ce sont les sorties précoces de Grisou et de Dembélé. Voilà, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé qui sont sortis en même temps par Didier Deschamps. Ça, on a noté que c'était un signe fort. C'est vraiment surtout Grisou, quoi, parce qu'autant Dembélé, Dembélé n'est pas un joueur indiscutable de l'équipe de France. On va pas dire que les millions font l'équipe de France, mais la sortie de Grisou, qui est la star absolue, même si Pogba veut se tirer la couverture, mais je pense que Pogba est très très loin d'être au niveau de Griezmann et d'être un joueur majeur de l'équipe de France. D'autant plus avec ses dernières prestations. Mais sortir Grisou... Pogba qu'on aurait presque pu mettre d'ailleurs dans les flops s'il n'avait pas marqué son but. Ouais, franchement, il fait un match catastrophique où il garde le ballon, il fait un peu n'importe quoi, trop de gris-gris, et il surcharge le jeu, enfin c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que sortir Grisou, qui était peut-être fatigué, et puis et un peu ses atermoiements par rapport à son futur transfert qui ne s'est d'ailleurs pas réalisé à Barcelone, lui a peut-être coûté un peu d'énergie. Mais c'est vrai que c'est un message qui est très fort envoyé aux joueurs et au groupe aussi, en montrant qu'il n'y a personne d'indispensable et d'indiscutable au sein de l'équipe de France. Je ne sais pas comment toi tu vois ça. Mais... Est-ce que d'après toi, ça va, on en reparlera dans quelques instants, mais ça peut remettre en cause le 11 de départ du prochain match contre le Pérou? Est-ce que Didier Deschamps peut se permettre de se priver d'un Antoine Griezmann dans le 11 de départ? Bon, Griezmann, je pense pas, franchement, parce que Griezmann, c'est quand même... Mais Ousmane Dembélé, c'est quasi fait, quoi, on va dire. Je pense que Ousmane, il risque de disparaître, surtout qu'il y a un Thomas Lemar sur le côté qui piaffe d'impatience et qui veut montrer aussi que l'Atlético ne l'a pas fait signer pour rien. Et donc je pense que... Et Fekir qui fait une entrée plutôt intéressante. Qui bouge un petit peu, mais qui a un peu de mal à se trouver sur le terrain. Surtout que là c'était très compliqué au niveau du jeu, le milieu de terrain était totalement dépassé. Mais c'est vrai que Ousmane n'a vraiment rien apporté, d'autant plus que quand on joue contre une équipe regroupée, Ousmane Dembélé ne sert pas à grand chose, parce que si à partir du moment où il ne peut pas prendre de vitesse, son jeu ne sert plus à rien. Et on a vu que ses corners étaient encore plus catastrophiques que son jeu. Donc oui, c'est sûr que Ousmane risque de disparaître du 11. Après Griezmann, je pense pas, parce que vraiment c'est la star et c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Donc, et il a une véritable fin de match, donc je pense pas. Allez, t'as bien conclu Roro, et on va passer à la dernière partie
de ce JT de la Coupe du Monde. J'espère que vous vous régalez, mais surtout n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et surtout nos avis, ce que vous avez pensé de la rencontre. On veut vraiment savoir. Et sur ma coupe de cheveux aussi. Et sur sa coupe de cheveux et sur son maillot aussi. Hein. On salue encore Denis Brognard et Thomas Tauroud. J'espère que vraiment vous restez jusqu'au bout. Et Monsieur Sergent, le nouveau président du Stade Malherbe de Caen. Ouais, il est normand, vous l'avez compris. Ouais. Non, allez, on termine avec la prochaine rencontre, bien sûr, contre le Pérou. On va parler un petit peu de ce match. Les amis Roro, on termine avec cette dernière partie consacrée bien sûr à France-Pérou. Notez bien le rendez-vous dans votre agenda, de partout, sur votre bras, où vous voulez. C'est jeudi 21 juin à 17h. Alors on a vu que pas mal de gens avaient été surpris, hein, notamment dans les rues, etc., qui nous ont accostés. D'autant plus à Marseille. Qui nous ont pas accostés en fait. Mais non, on a vu pas mal de gens qui étaient un petit peu perdus et qui se demandaient à quelle heure c'était France-Australie. C'était à midi. C'est vrai que c'est un horaire un petit peu particulier mis en place par les organisateurs. On les félicite pas pour ça, mais bon, ce sont les règles et il faut satisfaire aussi tout le monde un petit peu partout sur le globe. Et donc, 17h, hein, n'oubliez pas, 17h, je l'ai assez dit ? Ouais, c'est à quelle heure ? À 17h. D'accord. Voilà. Et donc, ce sera à Ekaterinbourg avec ces superbes tribunes. Moi, personnellement, la tribune, j'imagine, voilà, regardez hein, d'ailleurs à l'écran, là, elle est en train de. La tribune magnifique, mais très très flippante quand même. Avec ces tribunes qui sortent du stade. Moi, j'ai peur. C'est assez inesthétique et assez flippant, qui rappelle une mauvaise période française, on va dire. Voilà. Mais bon, après, c'est des tribunes qui sont vouées à être démontées une fois le mondial fini. Hein. C'est aussi. Des constructions pour l'avenir, hein, parce qu'au final, on ne fait pas des stades pour faire des stades, mais des stades qui servent. Donc on peut dire que c'est peut-être une bonne chose aussi. C'est bien dit. Et en plus, c'est humaniste. Non, alors, autre mauvaise période et période noire, entre guillemets, 1982, l'équipe de France, c'est la seule confrontation face au Pérou, dont on est retrouvé la trace. Et c'est une défaite, les amis. Peut-être que les plus âgés qui nous regardent, équipe, hein. On avait Platini, Amoros et compagnie. Une défaite 1-0 en 82 et c'était au Parc des Princes. On avait perdu dans les 10 dernières minutes de jeu. Le nom du buteur à geler, c'est Juan Carlos Obitas et je sais qu'il nous regarde. Voilà. Tu peux le saluer quand même. Tu sais comment on dit Juan Carlos. Salutación, je sais pas. Salutación, ¿qué tal? Voilà. Quel tal? Il faut qu'on enchaîne là. Alors, Roro, toi, tu as bien étudié le parcours du Pérou, tu es calé là-dessus et tu te méfies de cette équipe. Alors, bien, je sais pas. Mais c'est vrai que le Pérou a un parcours pas si catastrophique quand on voit quand même la poule dans laquelle il est sorti. Bon, il finit 5ème. Poule, tu vas faire du tir? Poule. Ouais. Donc oui, je suis très baltrap, donc poule. Oui, le Pérou est quand même sorti d'un groupe très compliqué avec la Colombie, enfin toute l'Amérique latine. Ils finissent 5ème. Bon, c'est pas une grosse performance. Ils sont passés au barrage, hein, du coup. Ils sont passés par les barrages contre la Nouvelle-Zélande, donc bon, autant dire contre une équipe plutôt faible. Oh, un peu quand même. C'est pas bien, on aime bien les Néo-Zélandais. Ouais. Ils sont cool avec nous. Plus au rugby qu'au foot, quoi. Ouais. Il y en a beaucoup sur le site Média et Sport. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Et donc du coup, ils ont quand même réussi l'exploit de ne pas perdre contre l'Argentine. C'est vrai. Ils sont restés invaincus avec 2 matchs nuls. Ils font un match nul contre la Colombie et ils battent l'Uruguay. Ouais. D'autant qu'ils enchaînent en 2018 en étant totalement invaincus et en battant notamment la Croatie et l'Arabie Saoudite 3-0. Bon, je sais pas si l'Arabie Saoudite est une référence, hein, vu ce qu'ils sont pris contre la Russie. Mais attention. C'est vrai que le seul nul sur ces 5 rencontres là qu'ils ont disputées en 2018, c'était contre la Suède du coup. Hein. 0-0. Donc attention. Ça va pas être si facile que ça, d'autant plus que leur attaquant vedette qui ne devait pas faire la Coupe du Monde a été repêché. Ouais. Donc je me dis que l'équipe de France a quand même des craintes à avoir et il va pas falloir prendre ce match à la légère et vraiment être très concentré parce que vu ce qu'on a montré dernièrement, attention, franchement, le Pérou peut nous faire vraiment mal et il va falloir être très costaud dans les duels et quand on voit notre ligne défensive. Ouais. Non, c'est vrai, surtout vraiment beaucoup plus de mouvements. Bon, après, on peut dire qu'on est tombé sur un bloc qui a énormément défendu, mais bon, on imagine que ce sera le cas contre le Pérou. Le Pérou qui a pris beaucoup de buts quand même en phase de groupe. Mais, alors attention, qui n'a pas pris de but lors des matchs amicaux de préparation. Depuis 2018, ils sont à 5 ou 6 matchs amicaux. C'est devenu un vrai mur.
Ouais. Donc, vraiment créer du mouvement, je pense notamment avec Antoine Griezmann, on l'espère, et un Pogba qui arrêtera de faire des gris-gris un petit peu inutiles. Vraiment, Paul, si tu nous écoutes, essaie de faire ce que tu sais faire. Et si on faisait un pari pour cette rencontre? Alors, on aimerait bien avoir vos paris en commentaire, là aussi, sur les réseaux sociaux. Lâchez-les, vous gênez pas. Vas-y, à toi l'honneur. Moi, je mise sur un beau 1 partout. Si l'équipe de France ne monte pas en puissance, je les vois vraiment mal battre le Pérou. Après, il faut aussi dire que le Pérou a fait des très bonnes performances, mais à domicile, donc dans des conditions qui ne sont pas celles aussi européennes. Mais c'est vrai que ils ont joué à 8000 mètres d'altitude, c'est ça. C'est ça, 12 000 même. Et donc c'est vrai que j'ai du mal à voir la France s'imposer largement. Toi, t'en penses quoi là? Eh ben moi, je dirais, je vais encore faire mon suroptimiste, 2-0 pour les Bleus. Voilà. Avec un doublé de Lloris. Non, je plaisante. Non, je préfère pas prédire les buteurs, mais je dirais 2-0 pour les Bleus, ça va se décompter en espérant qu'on marque un but dans la première demi-heure qui va forcer les Péruviens à jouer et qui va nous permettre de profiter des talents des Bleus, c'est-à-dire de la vitesse, notamment de la vitesse technique, pour aller marquer un deuxième but en deuxième période quand les Péruviens seront fatigués avec leur poncho magnifique. On va essayer de leur en demander un d'ailleurs pour le prochain JT. On vous promet rien pour vous l'offrir. Voilà, et d'ailleurs, c'est vrai que ce but assez rapide était, je pense, la seule tactique que Didier a mis en place pour le match contre l'Australie. C'était de marquer dans les 15 premières minutes pour faire douter l'Australie. Bien sûr, c'est ce qui s'est pas passé, malheureusement. Mais c'était vraiment notre seul dispositif tactique, c'était ça, de mettre la pression. Donc en espérant que les Péruviens, eux... nous fasse un peu quelques largesses défensives et nous laisse passer un petit grisou. Pas de pensée négative. Non, bien sûr, non. Eh bien, on en a terminé par nos amis péruviens avec ce premier JT de la Coupe du Monde. Je pense qu'on a été très long, mais j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, il faut que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à lâcher vos réactions sur les réseaux sociaux, nous dire ce que vous avez pensé d'abord du JT. Vous pouvez nous casser en deux, c'est pas grave, c'est normal. On est là pour progresser, il n'y a pas de problème. Tapez pas trop fort sur moi, parce que je suis pas spécialement très gros, donc je casse ça facilement. Non, mais surtout, lâchez-nous nos avis sur l'équipe de France, des mots d'encouragement. On a été un petit peu critique aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup des Bleus, ils nous ont un petit peu déçus, mais évidemment on encourage très fort l'équipe de France. Et d'ailleurs, pour preuve, regardez, on a sorti un maillot magnifique. Allez, je l'ai gardé toute la semaine, je peux vous dire, l'odeur est imprégnée dessus. Je peux confirmer. Donc, allez, casse-toi. Et donc, j'espère que j'ai rien cassé derrière. Tout est tombé en régie. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, dans quelques jours, plutôt jeudi soir, pour le nouveau numéro du JT de la Coupe du Monde. Et surtout, on vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les routes. Et en plus, faites attention, protégez-vous si vous êtes au bord de mer avec la chaleur, il fait très chaud. Et allez Malherbe. Allez Malherbe. Allez l'équipe de France et à la semaine prochaine. Salut! Feeling the sunshine once again.